bien, bonsoir ou bonjour si vous nous prenez en podcast via notre chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce que nous vous proposons ce soir? Très simplement, tout d'abord, de la poésie. Il se passe tout un tas de choses dans ce domaine actuellement, ça bouge. Et puis, nous irons à la rencontre d'un personnage prestigieux, un écrivain, historien, ancien ministre, sénateur, président du Parlement, recteur de l'Université libre de Bruxelles, secrétaire perpétuel de l'Académie, etc., etc. Bien sûr, je veux parler d'Hervé Asquin. Alors, c'est un entretien qui nous a paru tellement pertinent que nous y avons consacré en fait une émission spéciale de 20 minutes que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et puis, nous irons également à la rencontre d'un auteur original qui vient de publier son premier livre, original par ailleurs également. Vous en jurez sur pièce. Son nom, eh bien, c'est Harold Scheuten. Nous irons en un reportage rock'n'roll sur la radio libre UFM. Un concours qui va vous permettre ensuite de gagner des livres à voir. Et puis, bien entendu, pour commencer tout ce programme, je vous propose de regarder les news. La grande foire du livre de Bruxelles mérite décidément bien son qualificatif. Elle est grande, même impressionnante, tout comme le site de Tour et Taxi qui l'abrite et se modernise à un rythme démentiel. Bruxelles 2030, eh bien, c'est ici, le long du canal. Et en se promenant dans les nombreuses allées de cet immense salon, on se demande pourquoi on parle parfois de la crise du livre. La foule est omniprésente, dense, et beaucoup de visiteurs se baladent avec de petits chariots sur roulettes comme dans les grands magasins pour y déposer les nombreux livres achetés. Impossible de vous parler de tout ce qui s'y passe, ça dédicace dans tous les coins et les espaces de rencontre sont pleins, bourrés. Bref, il a fallu choisir et pour notre part, on a opté pour l'événement rigolo des chapeaux boules organisé par Éric Namirois qui présentait ce jour-là son 27e opuscule. Oui, on est déjà à 27. Il s'appelle Obladi Oblada et est signé par Brice Depasse, une des grandes voix de Radio Nostalgie. Voilà, bonjour Brice. Bonjour Sylvie. Pour moi, c'est un plaisir de te rencontrer dans les allées du verre de la littérature. Donc Inès, c'est sur les ondes que je t'entends. Oui. Donc dis-nous en quelques mots, comme ça, vite fait, qui tu es, pour ceux qui n'auraient pas encore le plaisir de te connaître. Ouais, ça fait quelques années que je suis quotidiennement sur les ondes de Nostalgie pour une et puis deux chroniques de référence qui s'appellent La Story et Pop Culture où je raconte l'histoire des légendes de la musique, mais aussi du cinéma, de la télévision, de la bande dessinée. Avant, tu étais sur Contact, non? Et il y a eu 2 années de Contact 2 avant cela, donc cette année-ci, cela fera en effet 20 ans que je fais de la radio professionnellement. Voilà, alors tu fais de la radio professionnelle, c'est un nom, Brice Depasse, c'est un nom qui est connu, qui sonne un peu people. On te retrouve dans les allées de la foire du livre, on parle de littérature, mais qu'est-ce que tu fais là, Brice? Parce que la littérature, c'est une passion depuis tout jeune. J'appartiens à cette génération qui n'était pas une génération de loisirs, où il y avait de grandes bibliothèques chez nous. Et à 15 ans, je me suis mis, peut-être même avant, à lire des livres qui étaient plus des Bob Moran, mais qui étaient... mais ça, il s'appelait Jean-Paul Sartre, Camus, voilà. Et donc c'est une passion qui a sommeillé assez longtemps jusqu'à ce que je reprenne la chronique livre sur Nostalgie il y a déjà bien des années, qui a nous donné naissance au premier site podcast francophone, pour bien le dire, dans le monde, qui s'appelait Lire est un plaisir et où on recevait les auteurs et où au lieu de ne passer que les 30 secondes qu'on avait d'interview après montage sur antenne, on diffusait l'entièreté des 20-25 minutes d'interview où les auteurs avaient vraiment l'occasion de parler et ça a eu un succès foudroyant à l'époque en 2005. Pourquoi est-ce que je te retrouve ici? Nous sommes sur le stand des éditions La Miroir. Il paraît qu'un défi t'occupe actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire? Il est réalisé puisque depuis quelques minutes, donc le livre vient d'arriver. En fait, il s'agissait de raconter dans la collection Opuscule, parce qu'il n'y avait que dans cette collection qu'on pouvait réaliser ce pari fou, de montrer tous les métiers du livre
dans le temps de la foire du livre, qui est assez court, c'est quand même 4 jours et une soirée. Donc on a signé le contrat le premier soir, devant les caméras de la RTB et du journal le soir. Le lendemain, je suis venu écrire cette nouvelle, puisqu'il s'agit d'une nouvelle. La Miroir Édition est un éditeur de nouvelles hebdomadaires, ce qui est rare et à mon avis unique au monde. Et pourquoi Obladi Oblada? Alors oui, ça je vais vous l'expliquer. Donc le soir même, on a fait la correction. Hier, c'était chez l'imprimeur, photocomposition, etc. Tout cela a été fait et le voici, donc il est prêt à être dédicacé. Il s'appelle Obladi Obladan parce qu'il raconte une histoire issue de la légende mondiale de la musique, mais aussi belge, puisque Dan Laxman, membre bien connu de Telex, à qui on doit le son d'un nombre invraisemblable de hits, on va parler du Banana Split de Lio jusqu'à À cause des garçons, moins connu, le deuxième album de Thomas Dolby, enfin soit, pour ses 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais partir, puisque je peux maintenant partir en vacances en Angleterre sans mes parents. Et comme il était très fan des Beatles, il achetait tous leurs disques, il dit je vais quand même aller voir, je vais passer par Londres. Et à une époque où il n'y a pas Google Images, où il n'y a pas de TGV, il est allé tout seul avec son sac à dos et le premier soir il est tombé sur quelqu'un qui lui a dit je sais où sont les Beatles. Donc celui-ci. Et ça a été bien au-delà d'une rencontre fugace, le rapport qu'il y a eu entre Dan Laxman et les Beatles, et c'est ce qu'on raconte dans ce livre qui est une nouvelle. Donc c'est pas un article de journalisme, tous les faits de rencontre avec les Beatles sont vrais, mais j'ai rempli les cases vides. Et alors, en dehors de ce défi, parce que c'est un défi quand même assez insolite, il y a une suite à ça, c'est le défi, c'est bien, mais après Nostalgie, il se passe quelque chose quand même. Oui, donc il va y avoir une version améliorée qui va sortir par après, avec les photos prises par Dan Laxman en 1968. On rappelle qu'il a côtoyé les Beatles en 68, à l'époque où ils enregistraient leur double album blanc. Eh bien moi, je propose que lorsque Nostalgie sort ce bouquin, on se retrouve pour une interview un peu plus conséquente, autour d'un café et dans des conditions sonores un peu plus intéressantes. Qu'est-ce que tu en penses? Fabuleux. Allez, c'est vendu, tu signes? Ça marche. Merci beaucoup et bonne foire. Le poète Daniel de Broecker vient de remporter le prix annuel du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son recueil de poésie neuvaine paru aux éditions Maelstrom. Alors chaque année, le Parlement remet un prix littéraire d'une valeur de 5 000 € à un auteur belge pour un roman ou une biographie, un essai ou une pièce de théâtre. Cette année, il s'agit donc d'un recueil de poésie, un recueil, on va dire, en 3 volumes très structurés, très élaborés, parce que chaque neuvaine comporte en effet 9 groupes de 9 poèmes, de 9 vers. Ancien prix Russell 1999 avec un roman, Silex. Cet auteur vit actuellement en Normandie, en France, dans un ermitage du XVIe siècle qu'il retape tout en écrivant. Daniel de Broecker, on s'est déjà vu. Il y a, je crois, 2 ans. Ouais. Je devrais pouvoir retrouver la vidéo, elle est sur YouTube de toute façon. C'est à propos d'un festival auquel tu participais. Oui, mais moi j'habite au Néolithique, donc j'ai pas accès à YouTube. Oui, de toute façon, enfin, t'es un personnage qu'on reconnaît, hein. Avec ta barbe, ton... On n'oublie pas. Et alors, j'étais très étonné, pas étonné, mais enfin, j'étais ébahi, en apprenant par le carnet Les Instants, qui est, si tu veux, la revue littéraire, mais sur Internet de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que tu venais de remporter le Grand Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en Belgique, il n'y a pas tellement de Grands Prix. Oui, il y a beaucoup de prix qui sont pas importants. Il y a quelques prix importants. Il y a le Russell, bien sûr, que tu as obtenu en 1999, c'est ça? Avec Silex. Et alors, je me suis encore un peu plus informé, et je me suis rendu compte que c'était pour un bouquin qui s'appelle Neuvaine, qui est édité chez Maelstrom, bon, des amis qu'on connaît. Il doit être ici. Ah ben voilà, c'est ça. Mais alors, qui est très particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu pourrais me résumer les 9, c'est une série de 9 livres, de chacun 9 suites de 9 poèmes, de 9 vers chacun. La neuvaine, c'est accessoirement un concept chrétien. Pour moi, c'est essentiellement une déclinaison du chiffre 9.
Et encore même ça n'est jamais qu'une une pure coïncidence. J'aurais pu me retrouver à faire 8 N ou 7 N, Dieu sait quoi. Il se trouve que c'est simplement parti de 3 poèmes écrits à 1 an d'intervalle qui me semblaient rendre un son particulier, qui ont inauguré une série que j'avais envie de poursuivre. Et il se trouve que chacun des 3 comportait 9 vers, ce qui m'a donné un format que j'ai continué à explorer, mais c'était rien de définitif à l'époque. Puis en effet, je me suis aperçu que ce format de 9 vers, pour moi, était quelque chose de fertile, qui m'aidait à la fois à cadrer des notions, des instants, des occasions, des réflexions. Voilà, c'était un chouette format. La plupart des choses que j'écris là-dedans, si je devais les transformer en sonnets, ça se répandrait un petit peu. Si je devais en faire des haïkus, j'en perdrais des morceaux. Voilà. Alors, ce prix, c'est quand même 5 000 €, c'est pas rien, hein? C'est bien, ça va payer la réfection de ma cheminée. Oui, c'est-à-dire, en fait, tu vis pour l'instant en Normandie, dans un vieil ermitage. Un ermitage de 1581, un petit lieu religieux qui a été construit à l'écart de tout, au fin fond de la campagne, où j'ai trouvé ma pierre. C'est ça. Et depuis, voilà, j'essaye de remettre ça à peu près en état habitable, de faire respirer le lieu que c'est. Est-ce que tu es un ermite ou pas du tout? En termes de mode de vie, totalement, oui. Ah oui, explique. C'est-à-dire, j'habite dans un village qui est loin de tout, on n'a pas internet ou quasiment pas, on n'a pas de librairie, on n'a pas d'édition, on n'a pas de transport en commun d'ailleurs. À l'intérieur de ce village, moi j'habite dans un petit hameau très à l'écart, un bon 1,5 km, et dans ce hameau il y a une maison, c'est celle où j'habite tout seul. Est-ce que tu es un mystique? Est-ce que tu es croyant? Quel est ton cheminement spirituel? Oui, donc ni mystique, ni chrétien même, ni croyant même. Non, en fait, je crois profondément matérialiste. Mais il me semblait que tu étais... Versant un peu marxiste. Oui, à gauche, sûrement. Mais est-ce que tu écris encore des romans? Ou bien tu n'es plus que dans la poésie? Je dois dire que le dernier m'a laissé un assez mauvais souvenir. C'était lequel? Il s'appelait Loré, il est sorti chez Luce Wilquin il y a 2 ans. Et bon, ça a été très confidentiel, ce qui n'est d'ailleurs pas une honte. Et voilà, ça m'a un petit peu... je me retrouve désormais mieux dans la poésie. Oui, mais est-ce que ça t'a déçu parce que tu as écrit? Tu n'es pas content de ce que tu as fait? Non, pas du tout. Non, je crois que c'était mon meilleur roman d'ailleurs. Pas la renommée, et ça m'a un petit peu vexé qu'il passe aussi ignoré. Voilà. En fait, ça t'a vexé comme ça vexe 99% des auteurs qui tous trouvent qu'on ne le lit pas assez, non? Je dirais que j'ai eu beaucoup de bol avec le premier, celui qui a eu le prix Rossel, Silex. Et du coup, moi je trouve que ce roman-ci était bien meilleur. En fait, tu aurais voulu avoir un Rossel chaque année, quoi. On ne l'a qu'une fois. C'est vrai? Ah oui. On ne peut pas l'avoir 2 fois. Personne ne l'a jamais eu 2 fois et je crois que c'est interdit par les statuts. C'est quand même... C'est pas une médaille en chocolat. Non, c'est une belle grande chose qui m'a d'ailleurs totalement déprimé. Le lendemain du jour où j'ai appris, j'ai plongé au fin fond de la dépression pour 4 semaines. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ça me faisait une espèce d'effet de banderole de fin. Donc voilà, en fait, ta mort est proche, quoi. Maintenant, on peut te mettre dans le dictionnaire. C'est pas ma mort, mais est-ce que c'était encore la peine de continuer maintenant que... Non. Bon. Est-ce que tu es conscient d'être une caricature? Moi, si je parle de toi à quelqu'un qui t'a vaguement rencontré ou qui t'a peut-être vaguement lu, ah mais oui, c'est celui qui a des longs cheveux, une barbe. Non, de ça je suis... ma caricature, pour moi, elle est là. Évidemment. Je suis carré, je suis noir et j'ai 9 N écrits dessus. Le reste, c'est totalement naïf. Voilà, naïf, même, je sais pas, cette barbe, je me la suis laissé pousser pour me tenir chaud au menton, parce qu'il fait froid en hiver en Normandie, et pour le reste, parce que j'ai passé ma vie à me dissimuler derrière des lunettes noires, de longs cheveux, et des cols relevés, tout simplement parce que j'ai pas envie de m'afficher à travers mon visage, je préfère m'afficher à travers un objet carré et noir où il y a écrit 9 N dessus. Ah bon, donc, au fond, tu étais timide, peu sûr de toi avant, ou pas du tout, ça n'a rien à voir? Si, j'ai été très très timide, je le suis probablement encore, mais j'ai appris à le gérer, c'est tout. Mais non, l'impression que tu donnes, c'est d'être très naturel, hein, franchement. Ce que tu contrôles bien est arrivé. Oui, mais j'ai appris à le contrôler. Oui, voilà. Je circule dans le public depuis 40 ans et plus, donc on s'y fait.
Non, mais essentiellement c'est ça, mon visage n'est pas ma vitrine. Ma vitrine, elle est dans mes livres et pas ailleurs. Noire lune se prépare en ciel occident. Elle sera lune nouvelle de jour, invisible dans l'invisible de la clarté, à exactement 16h, 0 minutes et 15 secondes. Mettre un réveil pour cette heure-là et ces secondes-là, rappel de l'homme de mer qui sait alors que le poisson pêché sera propice à la renaissance. Nous ne séparons la nuit de son contraire que par un filet qui reçoit ici comme il donne là-bas. Il y a 3 parties dans le monde, chante le barde. L'arbre plonge ses racines dans la pierre, qui se nourrit de l'homme qui passe les frontières. UFM, c'est la radio universitaire de Mons. Créée en 2007, à l'époque, elle s'appelait encore Radio UMH, pour Université Mons-Hainaut. Cette station super sympa est installée dans la faculté Ouaroké, à quelques pas de la prison de la ville. Deux studios totalement digitalisés qui fonctionnent 24 heures sur 24 avec une équipe de 60 bénévoles qui animent une quarantaine d'émissions et tout cela sans aucune publicité. Cela va des programmes pop-rock aux émissions culturelles parmi lesquelles nous avons choisi forcément une émission consacrée à la littérature. Sylvie Mordant y présente dans cette émission qui a pour nom Les mots démoniaques, il présente avec des amis, on va dire des lectures, des interviews, des débats sur 2h30. Et d'ailleurs, lorsque nous y sommes allés, ils invitaient une auteure Carolo que nous connaissons bien d'ailleurs, Karine Lorbeguet. Karine, on est à Mons ici. Nous sommes à Mons, dans le parking de l'université. J'ai décidé de retourner à l'école, et Actu TV aussi, d'ailleurs. C'est pas une mauvaise idée, non, cours du soir. Ouais. Et on a longé la prison, là. On a longé la prison, tu as essayé d'escalader, mais tu n'y es pas arrivé. C'est impressionnant, ça monte à 10 mètres de haut, là. Au moins. C'est mardi, on est mardi soir, et une fois par mois, sur UFM 106.9, ici, dans le parking de l'université de Mons, il y a une émission littéraire qui s'appelle Démoniaque. Et l'invité aujourd'hui, c'est ? Eh bien, l'invité aujourd'hui, c'est Karine Lordesga. Je ne sais pas si tu la connais, moi je la connais pas trop. Je crois que c'est une jeune débutante. C'est une jeune débutante un peu schizophrène. Oui, et elle est l'invitée ce soir, on verra bien ce qu'elle dira. Donc tu es ici animatrice de l'émission Démoniaque. Oui. Une émission mensuelle. Tout à fait. Alors UFM, voilà, j'ai regardé un peu. C'est une radio qui diffuse depuis une dizaine d'années. 10 ans, oui, on vient de fêter notre anniversaire. Tu es ici depuis 10 ans, Sylvie ? Non, moi je suis là depuis 9 ans. Mais ça portait un autre nom avant, hein. C'était UMH. Oui, tout à fait, oui. Université de Mons, et H c'était quoi ? Hainaut. Ah, Hainaut. Et donc vous êtes une équipe d'une 60aine de personnes, tous des bénévoles ? Voilà, tout à fait, on travaille tous... Et puis on fait ça pour notre plaisir. C'est une fameuse organisation. Oui. Parce que la radio diffuse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et sans pub. Vous avez une quarantaine d'émissions, j'ai vu. On a pas mal d'émissions, on en a de plus en plus. Et on essaie d'avoir une diversité d'émissions. Tu es professeur de français ? Non, je suis institutrice. Ah. Donc aussi professeur de français. Oui, mais c'est très bien ça. Et vous recevez des bouquins des éditeurs, etc. Non, mais on est au tout début de cette émission. On a commencé
cette saison-ci, c'est-à-dire en septembre. Hein. Ah, ok. Ah oui, c'est tout nouveau. C'est un bébé. C'est un bébé. Karine, ça c'est toi, ça, Karine? C'est moi. Ouais. Et tu es toute jeune dans cette radio? Je suis toute jeune, je suis fraîchement arrivée au mois de septembre pour débuter cette émission avec Sylvie. Bon, j'avais déjà une fois ou deux participé en tant qu'invitée à l'une ou l'autre de ces émissions, mais c'est la première fois que vraiment je suis chroniqueuse. J'ai parfois l'impression qu'une radio libre, et c'est différent de la télé bien sûr, qu'une radio libre, au fond, c'est un petit centre culturel. Oui, tout à fait, parce que tous ces gens, toutes ces différentes personnalités qui travaillent dans cette radio fabriquent un tout, mais avec plein de molécules différentes. On s'enrichit. Oui, tout à fait. Hein? Culturellement, mais également socialement. Hein? Oui, tout. Socialement, musicalement. Voilà, c'est aussi le propre d'une radio, c'est aussi d'apporter du plaisir, d'éduquer, Le grand, l'énormissime Alain Bachung, un peu de littérature, pour commencer cette émission. Rassurez-vous, j'ai du Miley Cyrus pour un peu plus tard. On y va avec Madame Rêve. Et ouais. Et si. Tu nous as pas fait ça. Si. Mais non. Tu vas kiffer, tu vas voir. Vous écoutez UFM avec Sylvie, c'est démoniaque. C'est parti. Donc après, on va simplement faire le texte, nous deux, et puis tourner musique si tu veux bien. Je te fais ça à la fin. Je te fais ça et tu lances une musique. D'accord? Ça te fait une petite pause. Quand on va sur votre site, on voit UFM et on voit en dessous Radio Pop Rock. Alors explique-moi ce qu'est le pop rock. Moi, je suis encore du temps de Charles Aznavour. La pop rock, c'est un compromis entre, on va dire, la musique rock et la musique commerciale. Oui, mais c'est les années 80, les années 90, les années 2000. Ça débute en fait dans le milieu des années... Début d'années 70 jusqu'à maintenant, quoi. Ça passe à travers toutes les périodes, fin du psychédélisme jusqu'au classique rock que l'on connaît actuellement et tous les groupes qui sont passés, qui ont continué. Alors qui fait la programmation chez vous? Pour l'émission, c'est moi-même, et pour cette émission que je produis depuis presque un mois maintenant, puisque j'ai une autre émission blues qui se déroule tous les lundis entre 18 et 20h. Ça c'est différent, le blues, hein. Mais là, le blues, c'est la naissance de la musique, de toute façon. Ouais. Ça prend, l'essence prend quand les premières notes de blues vont commencer à retentir, et les premières notes de blues, ce sont dans les champs de coton par les esclaves noirs. Ouais. Et la musique rock commence là. Le blues part du coton. On peut même retourner aux racines africaines, quoi. Donc, et aux vieux orphéons de la Louisiane. Hein. Tout à fait. Donc c'est très large. Et puis du blues, on part sur le jazz, le rhythm and blues, le rock, le rock'n'roll, la musique psychédélique, le hard rock, le heavy metal, le rap. C'est une toile d'araignée qui s'étend énormément, quoi, et qui s'arrête plus, quoi. Ma dernière question, mais elle est vache. Hein. En 2030, on va écouter quoi? Les Beatles? Ouais? Ouais, j'en suis sûr. Les Stones, peut-être. Oui. Ouais. Et puis, je ne sais pas, on verra. Moi, j'aime le blues. Moi, j'aime le blues qui fait. Moi j'aime le blues, c'est la seule chose qui fait planer. Ouais, mais moi j'aime le blues, c'est lui qui me fait exister. Un jour dans ma banlieue, une grosse bagnole s'est arrêtée, ouais. Un type en est descendu, il avait l'air déboussolé. La porte est arrivée, il a sorti une vieille guitare et à jouer. Le son qui en est sorti, tout de suite m'a attiré. Complètement fasciné, littéralement paralysé. J'ai senti dans mon dos des vibrations qui remontaient.
blues, celui qui m'a fait exister. Je me suis approché, je lui ai demandé d'où il venait. Et lui, sans hésiter, le sourire au coin de l'œil m'a expliqué. Je viens de Nashville. Oh, Nashville. Et le nom de ma musique, qui n'est pas électrique. Oh non, moi c'est le blues. Oh, c'est la seule musique qui bouge. Oh yeah. Moi j'aime le blues, c'est la seule chose qui fait rêver, ouais. Ouais, moi j'aime le blues, c'est lui qui me fait toujours planer. Moi j'aime le blues, c'est lui qui m'a fait kiffer. Oh, oh, oh. Eh bien non, il ne s'agissait pas de notre feu et regretté Johnny Hallyday, mais de l'un de ses sosies, sans doute l'un des meilleurs, Johnny Cadillac, qui jouait d'ailleurs dans le film, souvenez-vous, de Dominique Smet, Marby Star. Alors autre chose à présent. Harold Schuyten est un jeune journaliste qui fait l'événement avec un tout premier livre rock'n'roll intitulé « Tu vas aimer notre froid, un hiver en Yakoutie », un journal de bord publié chez un éditeur de renom, Les Impressions Nouvelles, dans lequel transparaît une écriture naturelle, vraie, juste, pleine d'humour, qui stupéfie le petit monde littéraire belge et qui commence à s'implanter même en France. Près de 2000 romans vendus en quelques semaines. L'histoire, c'est son histoire. Et en fait, c'est celle d'un enseignant qui vient de vivre pendant 1 an une expérience totalement improbable, enseigner le français en Yakoutie. Alors, c'est où la Yakoutie? C'est en pleine Sibérie, à plus de 8000 km de Bruxelles. Et pour vous donner un petit aperçu, au 15 février, jour de ce reportage, eh bien, la météo donc annoncée sur cette région, grand beau temps, ciel bleu, quelques nuages, moins 32 degrés. Voilà. Harold, bonjour. Bonjour. On ne peut pas faire une impasse, c'est dire quand même que tu es le fils de François Schuyten. Je sais, c'est très bien et en même temps c'est embêtant pour toi parce que c'est ton nom, c'est ton prénom qui importe dans ce cas-ci. On l'a dit, passons outre. Ce qui est important, c'est que tu viens de sortir un premier bouquin chez un éditeur qui est en Belgique considéré comme un éditeur important, traditionnel, qui est Impressions Nouvelles. Déjà, je suis étonné. Un premier bouquin chez Impressions Nouvelles. Il y a une explication? En fait, moi, j'ai jamais envoyé mon texte à des éditeurs. Je n'ai pas pris mon manuscrit sous le bras pour aller démarcher Gallimard ou Le Seuil. Maintenant, j'ai choisi les Impressions Nouvelles parce que c'est un éditeur belge qui a une excellente réputation dans le secteur. Et effectivement, j'ai entière confiance en Benoît Peeters. Mais à vrai dire... Peut-être aussi parce que Benoît Peeters est un grand ami de ton père. Non, je pense pas. En tout cas, justement, c'est un problème pour lui. Parce que lui aussi, il doit se justifier. Donc, non, il a vraiment apprécié le texte. Alors, ce qui m'étonne aussi, c'est que tu m'as dit, en conversation off, qu'il aurait démarré avec un tirage de 1000.
Je trouve ça tout à fait incroyable. En Belgique, il n'y a plus personne qui sort 1000 ouvrages, 1000 exemplaires d'un titre, on en sort 200, 300, puis on attend de voir comment ça évolue. Il faut croire qu'il y a cru, hein. Ben, apparemment. Donc moi, je ne connaissant pas grand-chose dans le monde de l'édition, je ne savais pas, je n'avais même pas demandé à mon éditeur quel était le mon tirage, en fait. Mais il m'a dit, avant le lancement, qu'il n'en avait plus. Les 1000 étaient partis, enfin, distribués aux libraires. Je n'en sais pas plus. En fait, ce qu'on m'a dit. Tu es un peu dépassé, quoi. Ça me fait penser, mais tout à fait différemment, à quelqu'un qu'on a eu ici il n'y a pas très longtemps, qui est Laurent Dumoulin, qui vient de voir le prix Rossel. Lui aussi, c'était son premier ouvrage publié, et ça explose. Il ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas, il se retrouve assis par terre. Toi, évidemment, tu ne connais pas du tout le monde de l'édition, tu sors un bouquin, et en fait, il est extrêmement original. Pourquoi est-ce que je dis ça? Mais pas pour te flatter, pas du tout, mais parce que pour une fois, j'ai lu un bouquin que je présente. Très souvent, j'interviewe des auteurs sans avoir eu le temps de lire leur bouquin. Le tien, je l'ai lu, et quelque part, je comprends. Je pense que... Écoute, je te dis, ce qui se trouve, ce que je vois sur le net, Harold Scheuten a vécu pendant 1 an une expérience insolite, sinon extravagante, enseigner le français dans des villages de Yakoutie, la région la plus glaciale de la planète. Alors moi, évidemment, j'ai couru sur Internet, j'étais voir où se trouvait Yakoutsk, et d'abord j'ai remarqué que c'était à près de 8000 km d'ici, et j'ai été plus loin, j'étais dit, tiens, quel est le temps là-bas? Et j'ai vu que pour l'instant, c'est grand soleil, à l'instant où nous parlons, grand soleil, quelques petits nuages, moins 32. Mais je me suis dit, en lisant ton bouquin, qu'en fait, on peut te mettre n'importe où, on peut te mettre au Paraguay, en Afrique du Sud, tu auras le même regard et tu vas écrire des choses passionnantes. Oui, en même temps, durant des années à Bruxelles, j'ai rien écrit parce que j'estimais qu'il ne se passait rien de... Tu as peut-être tourné en rond à Bruxelles. Hein. Oui, d'intéressant ou qui méritait de ma part d'écrire dessus. Donc, je ne fais pas partie des écrivains pour le moment qui savent écrire en n'ayant pas vécu grand-chose ou en sachant comme ça. Bon, c'est une capacité, hein, j'admire, c'est un talent. Mais moi, il faut vraiment que je vive quelque chose pour pouvoir en parler. Quand tu dis pas vécu grand-chose, tu as quand même été en Allemagne, tu as été au Congo, tu as été au Japon. Il y a peu de gens qui ont vécu autant que toi, même si c'est de manière parfois un peu... Parce que tu donnes parfois l'impression d'être quelqu'un d'extrêmement, comment dire, rêveur, comme ça dans ton bouquin, qui peut passer des journées entières allongé sur son lit à regarder des mouches voler, et puis en même temps... Enfin, c'est l'impression que j'avais. Et puis en même temps, tu as une profondeur de regard, tout ce que tu écris a l'air vrai. Tu écris comme si tu racontais quelque chose à quelqu'un, on est à table, on discute, on mange ensemble et tu racontes ton histoire. C'est comme ça que tu écris, hein? Ah, ben, c'est gentil. Écoutez, moi je ne sais pas, j'ai écrit ce qui me semblait judicieux d'écrire, ce qui m'avait à moi intéressé. Ça a toujours été... J'ai voulu écrire le livre que moi j'aurais aimé lire. Bon, maintenant, le bouquin en lui-même. En fait, tu es un petit Belge qui part... dans ce qu'on peut vraiment appeler le bled, au milieu de la Sibérie, loin de toute mer, vraiment sur un plateau venteux, certainement, enfin je pense, avec un froid glacial, et tu vas là-bas enseigner le français dans une école belge. Alors si ça c'est pas rock'n'roll, il faudrait que tu m'expliques. Hein. Tu dis quelque part dans ton bouquin, et je trouve que c'est peut-être une explication, c'est que bon, les Yakoutes veulent absolument pouvoir s'ouvrir en apprenant d'autres langues, ce que je comprends très bien, du moins il y a un coup évolué, mais qu'il ne voulait pas l'allemand, parce que l'allemand c'était comme l'ancien envahisseur de la Russie, et qu'il ne voulait pas l'anglais non plus, parce que l'anglais ce sont les capitalistes. Oui, non, je ne sais pas si vous avez exactement compris ce que je voulais dire. Peut-être pas. Non, j'ai juste dit que le français, il y a une tradition de l'enseignement du français en Sibérie qui remonte avant le communisme. Les Russes blancs. Oui, ça remonte au tsarisme. Et cette tradition est en train de se perdre. Alors, le petit Belge débarque là-bas. C'est une république perdue, c'est le moins qu'on puisse dire. 3 millions d'habitants, je crois, un peu plus. Et dans une ville petite, et même dans des baraquements, quelque part, non? Mais il fallait quand même que tu sois très désœuvré pour te dire, tiens, je vais passer 1 an à enseigner le français dans un pays qui n'a rien à voir avec le nôtre et sans avenir possible. Oui, non, moi j'étais professeur yakoute rémunéré à ce titre. Et puis, c'est un travail, c'est une expérience que je ne regrette pas.
Mais ta famille était horrifiée de te voir partir. Hein. Oui, beaucoup de gens se posaient des questions, mais voilà. Moi, j'ai toujours voulu aller vivre en Allemagne, en Russie et au Japon, et j'ai réalisé ces 3 objectifs-là. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en fait, tu parles beaucoup de toi, mais tu parles peu, disons, de... Comment t'expliquer ça ? De ta vie sentimentale sur place. Tu pars 1 an là-bas. Non, il n'y a pas eu de vie sentimentale en Yakoutie. Donc c'est bien poussé pour ça. Maintenant, c'est un récit qui est ce qu'il est, un récit qui est autobiographique, évidemment. Donc, non, mais je me suis dit, pendant 1 an, il est là-bas. Non, pas au village. Voilà. Bon, c'est ton premier bouquin. Tu penses qu'il va y en avoir un second. Je pense moi aussi que tu obtiendras le second sans problème. Comment est-ce que tu vois ton avenir? En tant qu'écrivain, ou bien est-ce que tu vas continuer à itinérer un peu partout et... Aucune idée, donc je laisse toutes les portes ouvertes. C'est comme ça que j'ai toujours fait, et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression d'avoir été honnête dans ce que j'ai écrit. Ça, sûrement. Qu'est-ce que tu penses en définitive de ce qui t'arrive? Ce que j'en pense, je l'ai écrit dans le livre, il faut le lire. Ah ouais, je l'ai lu, je veux dire. Mais qu'est-ce que de ce qui t'arrive maintenant, ici en Belgique? Pour l'instant, j'assure la promotion du livre et on verra. Nous entrons dans le cœur de l'hiver. Aujourd'hui, il fait moins 55 degrés. Je suis sorti et, malgré toutes mes précautions, il n'a fallu que 10 minutes pour voir mon nez gelé pour la seconde fois. Il va devenir noir à nouveau, c'est dégoûtant, et bien entendu, on ne voit que ça. Ce froid est d'un traître. Nul signe avant-coureur, comme en Europe. Tout va bien, et puis soudain, en l'espace de quelques minutes, tout s'effondre. Quelque chose ne répond plus, la peau est gelée et morte. La douleur, les sensations ne viennent que bien après, mais il est trop tard. La directrice m'a conseillé d'un air convaincu de mouiller mon doigt et de frotter mon nez avec avant de dormir. J'ai cru à une blague. C'est ça votre médecine? Bien mouiller le doigt surtout. En conséquence de ce grand froid, les enfants sont renvoyés chez eux. L'école est quasi fermée. Alors, outre un paquet de nouvelles de Conrad, Poe et Tanizaki, je termine l'enquête d'Hérodote écrite il y a 2400 ans. Mais surtout, j'ai battu mon record à Bloc D, le jeu de mon téléphone Nokia. 74 000 points. Je m'améliore sans cesse. Une chance néanmoins que je ne dispose pas de smartphone. Leur froid aurait fait exploser sur le champ l'écran à cristaux liquides. D'ailleurs, le réseau ne fonctionne qu'une fois sur 2. L'électronique des antennes relais ne résiste pas à de pareilles températures. Alors Sylvie, tu nous fais des cachotteries. Des cachotteries? Mais oui. Ah non. Mais qu'est-ce que j'apprends? Tu vas faire un truc avec Francis Lalanne? Oui, c'est pas une cachotterie, je crois que tout le monde est au courant aujourd'hui. Oui, c'est une rencontre exceptionnelle. Oui, Lalanne, pour moi en tout cas, c'était une sorte d'Indien qui porte des bottes de mousquetaire. Hein? Oui, c'est ça. Ou alors c'était le chanteur de On se retrouvera, qui a été premier au hit parade en 87. C'était d'ailleurs dans un film tourné par son frère, qui s'appelle Le Passager, avec Alain Delon. Absolument. Francis Lalanne est un personnage. C'est un personnage charismatique qui effectivement a un look très chevalier, comme ça, qui a aussi... C'est ça qui t'a fait fondre ? Non, ce qui m'a fait fondre déjà, c'est que c'est un poète, c'est qu'il m'a... Mais oui, on l'ignore, parce que tout le monde pense à Lalanne, je veux dire, en tant que chanteur, et on oublie qu'en fait, il a publié pas mal de choses, des poésies, des romans. Oui, c'est un homme de lettres, avant toute chose, c'est un érudit. Moi, tu l'as connu comment? Au cours d'une séance de dédicace, comme fan ou... Non, pas du tout. Le milieu des gens de lettres est pas si grand que ça. Francis Lalanne est amoureux de la Belgique, il est surtout amoureux de Bruxelles, où il vit depuis quelques mois, en tout cas en partie. Et des connaissances communes, quelqu'un lui a dit, tiens, Sylvie, moi je la connais, elle a écrit ça et ça, lis et dis-moi ce que tu en penses. Et puis lui m'a dit, voilà, moi j'aimerais vous enseigner ce que lui appelle le sonettino, c'est un sonnet qu'il a réaménagé. Et il m'a enseigné cette technique d'écriture, j'y ai pris goût.
Et on a commencé à correspondre. Moi, je lui envoyais des poésies. Tu l'as rencontré souvent ou pas encore? Ah oui, là depuis, oui. En tout cas, au moment où il m'a téléphoné pour me rencontrer, je le connaissais comme tout le monde le connaît de la télévision, d'une carrière de chanteur. Moi, j'ai dansé et embrassé sur ses chansons quand j'étais gamine. Non, mais il est toujours aussi bel homme? Ben oui, c'est un bel homme, absolument. Il est beau, il est intelligent, il est sensible. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'atouts. C'est quelqu'un qui est porteur d'une expérience de vie. Bon, mais c'est pas lui qui va faire des poèmes, c'est toi, nous sommes bien d'accord. C'est moi qui les écris, et puis lui les lit, et alors il me dit, il y a un pied de trop, cette image j'aime pas, cette image j'aime, et il corrige, voilà, il corrige et il enseigne. C'est surtout ça. Alors maintenant, tu vas sortir un recueil de poésie. Et chez Éric. Chez Éric Lamérois. Ça m'a beaucoup amusé parce que je l'ai vu récemment. Tu sais que je vais passer un opuscule chez lui. Oui, je suis au courant. Hein? Je suis au courant. Tu es au courant de tout, toi. En faisant ça, je n'ai pas voulu faire d'infidélité à Danielle Ness, qui est mon éditrice fétiche et chez qui je continuerai à publier des romans. Mais elle ne fait pas de la poésie. Elle ne fait pas de la poésie et c'est avec son accord et sa bénédiction que j'ai contacté Éric, en fait, dans un événement théâtre un samedi soir. Je le rencontre par hasard. Je lui parle de ma rencontre avec Francis et je lui dis tiens, toi tu serais partant pour l'aventure. Et il a dit oui tout de suite parce que le concept lui plaisait et surtout parce que ça donne aussi lieu à un spectacle de poésie. Donc on sera sur scène le 20 avril au Théâtre Fou Rire dans un projet mis en scène par Cathy Thomas, produit par le Fou Rire. Tu sais que moi j'ai des fidélités mais Cathy Thomas, c'est ta maman, c'est ta fille, c'est mon amie, ta cousine. Voilà, les gens nous prennent pour des sœurs et quelque part on est des âmes sœurs, je pense. Et donc me voilà sur scène le 20 avril avec Francis Lalanne dans un spectacle poétique. Donc il sera là. Ah oui, on sera sur scène tous les deux. Moi je ne le fais pas sans lui parce que je ne me sens pas la légitimité de faire ça toute seule, sachant que si je suis arrivée à ce niveau d'écriture en poésie, c'est grâce à lui. Je vois surtout que tu es conquise. Ah oui, je suis complètement conquise, bien entendu. Mais c'est un personnage. C'est un personnage, Francis. Et toi aussi. Bon, disons que j'ai tout à apprendre de quelqu'un comme lui et je suis ravie. Et j'ai vraiment cette humilité de me dire quelle chance. Je mesure le privilège que j'ai d'être prise sous l'aile d'un tel personnage. Alors, je sais qu'il crée la polémique. Il y a des gens qui l'adorent, des gens qui ne l'aiment pas. Peu m'importe. Moi, je suis conquise par le personnage. Mais j'ai mis mes bonnes lunettes. Je le vois tel qu'il est, vraiment. Et je suis vraiment enchantée qu'il m'accorde autant de temps. Il est très disponible, vraiment très disponible, et c'est un cadeau de la vie. Et maintenant, le concours dont Christine vous a parlé en commençant cette émission. C'est nouveau et on espère que ça va vous amuser, d'autant plus qu'il y a un livre à gagner, à savoir au choix pour ce mois-ci. HX13 de Christine Brunet ou 2401 de Bob Boutique. Vous le savez ou vous ne le savez pas, mais Christine et Bob ont beaucoup bourlingué dans leur existence et ce n'est pas fini. Alors voilà, une question simple mais pas évidente. Dans quel pays ces photos ont-elles été prises? Ça commence par la lettre K et on vous donne un petit indice pour cette première. Pétroglyphe et désert. Voilà, le premier mail correct qui nous parvient aura gagné. Vous connaissez notre adresse, baudouin.boutique@skynet.be. Bonne chance, ou plutôt, bonne observation. David Giannoni, c'est dans le petit monde très dynamique mais discret de la poésie belge, Monsieur Poésie. C'est l'éditeur de Maelstrom, L'Arbre à Parole, l'organisateur du festival annuel des poètes, et qui d'ailleurs aura lieu cette année du 10 au 13 mai aux quatre coins de Bruxelles. Bien sûr, nous y serons. C'est également l'imprimeur de la maison de la poésie d'Amé, l'auteur de l'Indien de Brest, etc., etc. Non, je t'ai plus. C'est surtout un écrivain qui vient d'obtenir le prix Graal 2018 pour l'ensemble de son œuvre, comme également, en fait, son action reconnue en faveur de la poésie. Nous vous l'avons déjà présenté dans cette émission, mais comme l'occasion fait le larron. David, je viens de voir que tu as obtenu un prix que je ne connaissais absolument pas. Je sais que des prix, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont importants, d'autres qui ne le sont pas.
Mais quand on donne à quelqu'un un prix pour l'ensemble de son œuvre, je trouve que ça a déjà un peu plus de valeur. Et c'était ton cas dans le prix Xavier Graal, en 2018. Alors moi, la première chose que j'ai faite, c'était voir sur Internet qui était Xavier Graal. Mais tu vois, l'importance du prix, pour moi, c'est... soit quand on parle des prix importants, soit on en parle parce que le jury est prestigieux, soit parce que ces prix font vendre beaucoup, par exemple. C'est pas le cas ici. Non, comme le Renaudot ou je sais pas quoi. Femina. Le Femina font vendre beaucoup. Ou parce qu'ils sont très bien dotés financièrement, ce qui n'est pas le cas non plus, parce que celui-ci n'est pas du tout doté, par exemple. Par contre, de qui ce prix vient, cela m'intéressait. J'ai noté quelque part, tu m'arrêtes si c'est faux, qu'au Festival des Vieilles Charrues, il y a une scène qui porte son nom. Écoute, je pense qu'il y a des places qui portent son nom. C'est un poète qui était très connu là-bas, très apprécié de par son intégrité et de par son côté rebelle, donc ça me plaisait aussi. Un nationaliste, hein? Un régionaliste, hein, c'est aussi la culture celte. C'est un peu l'attitude d'un celte, hein, je trouve. Pour un Italien, c'est pas mal. Mais... Je trouve quand même que, bon, chez les Celtes, il y a énormément de choses, évidemment. C'est pas pour rien, me disait un ami irlandais, que le christianisme a tellement bien pris chez eux. C'est parce qu'entre les Celtes et la première culture chrétienne, de type plus mystique, la chrétienté des pères de l'Église, comme on dit, eh bien, il y avait de grandes choses communes. C'est pour mars, hein, je crois que tu dois aller là-bas sur place. Début mars, là, le 2 mars, je retire le prix. Et il y a une plaquette qui est faite, il y a un petit poème qui est fait dans un petit livre de luxe, 15 exemplaires. Voilà, c'est un peu ça le prix, quoi. Et je me disais que recevoir le Graal par les Bretons, ça le faisait, quoi. Maintenant, c'est pas uniquement le détenteur du prix qui nous intéresse de manière globale, c'est aussi le personnage, David Giannoni, qui est imprimeur, qui est éditeur, qui s'occupe de poésie, peut-être un des grands occupants de poésie en Belgique, et qui organise chaque année un festival qui prend vraiment d'envergure. Hein. Ben, c'est une grande zone de plaisir, une énorme zone de travail. Je pense que peu de gens s'en rendent compte. Enfin, les gens peuvent imaginer, mais c'est vraiment pour nous et notre équipe, qui sommes tous des bénévoles, on est juste un peu défrayés. Heureusement qu'on a des subventions pour faire ce festival. Tu m'avais dit l'année dernière, je crois, 40 000 euros, quelque chose. On est sur un montage de 35 000 euros. Au plus on reçoit de subventions, au plus on donne de cachets. Donc on n'est pas là en train de thésauriser. Tout repart toujours chez les destinataires. Mais c'est surtout un beau rassemblement. Hein. C'est dans l'esprit aussi du festival Sémaphore là, à Quimperlé. C'est un rassemblement d'âmes, de force, de sympathie. Il y a une ambiance toujours extraordinaire. Voilà, d'artistes. Nous, on vient chaque année avec le public. Et on a des images. Pour quelqu'un qui fait de la télé comme nous, c'est génial. Parce que tu ouvres ta caméra, tu peux filmer dans tous les sens, partout ça bouge. Il y a beaucoup de jeunes, très jeunes. Beaucoup de jeunes. C'est de plus en plus, c'est assez étonnant. Et c'est bien. Parce que la poésie, souvent, on pense à des gens comme Daniel de Broecker avec une grande barbe. Il est là aussi. Il est là aussi. Et à différents endroits de la ville aussi. Hein. Oui, on fait ça en amont aussi. Donc il y a les 4 jours de l'indoor qui se passent ici au Sangor et à la boutique. Ouais. Il y a l'outdoor qui se passe un peu dehors. Ça dépend du soleil. Voilà. Et puis il y a des lectures qui seront en ville. On fera sans doute une action aussi le dimanche 6 mai en prélude au Théâtre Poème. Ah oui. Poème 2 pour les soutenir aussi chez Oscari, dans leurs efforts. Ils ont perdu ils ont perdu une partie de leur subvention, la partie théâtre, et donc on essaiera de se montrer solidaire de ce lieu historique. L'année dernière, vous étiez sur la Grande Place, vous étiez devant la Monnaie. On fera ça de nouveau. Mais ce sera sans doute en amont du festival, le mercredi, un peu le vendredi peut-être, avec la fameuse Rimbaud mobile qui se promène. C'était très chouette, hein, ça faisait de belles images en tout cas. C'était des beaux moments aussi pour les poètes. Avec Serge Pey, avec ces moments mémorables avec ces indigènes de la rue, comme il disait, qui ont pris le micro avec lui, ou Anne Wallman à la Grande Place. Extraordinaire. En défendant la poésie comme tu le fais, tu n'as pas l'impression, je ne sais pas moi, de défendre un art du XVIIe, du XVIe, du XVe siècle? Absolument. Je pense m'inscrire dans la lignée de personnes qui œuvrent depuis des milliers d'années, donc qui racontent des histoires, ou qui vont de village en village, ou qui vont comme les griots, comme les ménestrels, les troubadours. Oui, et donc des gens qu'on trouve encore aujourd'hui partout dans les cultures d'Asie, d'Afrique et compagnie, ou dans l'Est de l'Europe. Et quelque part, ce sont les cultures du futur aussi qu'on doit inventer. Hein, je pense que
le travail sur la poésie et le poétique aujourd'hui peut inventer les formes du 21e, du 22e siècle. Mais il faut quand même se dire que c'était étonnant d'avoir une boutique où il n'y a que de la poésie. Il faut être fou pour faire ça. On a même quelques romans et des livres de spiritualité et quelques essais, mais on est à 90% de poésie. Et vous arrivez à en vivre? Non. Moi, j'en vis. Mal. Non, j'en vis. Moi, je vis assez bien. On vit de notre poésie, on vit de ce qu'on fait, de notre passion, on vit des relations avec les gens. D'ailleurs, je vais rencontrer des gens que je n'ai connus que par mail, là, maintenant. Ouais. Mais avec quoi on paye nos factures, ben, c'est autre chose. Ouais. Donc ici, les factures de la boutique sont payées par les ventes de la boutique, depuis le début. Donc c'est-à-dire que nos ventes de la boutique parviennent à payer la location, les frais et des petits surplus de temps en temps, des petits défraiements de l'une ou l'autre personne. Mais grâce à l'engagement bénévole des collaborateurs, voilà, on n'a pas de quoi dégager un salaire, hein, par exemple. Encore. Vous êtes subsidié un peu? Pas pour la boutique, hein. Pour les éditions Maelstrom, oui, mais pas pour la boutique. On est entièrement... c'est une aventure folle, quoi. Mais donc la boutique n'a jamais perdu d'argent depuis qu'elle a démarré. Alors que j'avais donné 2 ans en disant, voilà, même si on fait 0 comme chiffre d'affaires, c'est bon. Mais dès le début, on a pu payer des frais. Dès le premier mois, ce qui est quand même exceptionnel, quoi. Mais dès le janvier 2011, et ça n'a pas arrêté, donc on est toujours sur une petite moyenne, qui parfois augmente. Pendant le festival, ça explose, évidemment, mais à d'autres moments où ça reste très modeste, mais c'est le prix de la liberté aussi. Donc c'est le fait de vouloir ici trouver et proposer aux gens uniquement ce que l'on aime et ce que l'on veut proposer, et ce qui nous semble faire sens. Après, il y a tout plein de choses qu'on ne peut pas avoir parce qu'on n'a pas l'espace qu'il faudrait pour tout avoir, mais on se débrouille alors pour aller vers. Il se trompe, celui qui voudrait lire dans le livre des heures le cycle entier de l'univers. Le monde ne s'ouvrit pas d'abord sur une aube radieuse, ni ne finira par un dernier soir. Nous seuls, lecteurs de son histoire, sommes nés ainsi et finirons de la sorte aussi. L'homme grandit, jamais ne rétrécit. C'est bien étonnant. La lune, par exemple, ne fait pas ainsi. L'homme tombe, puis se relève. Voilà qui est admirable. Un arbre, un chêne même, en est incapable. L'homme meurt et reste mort, et les saisons de s'extasier. Ça alors. Hervé Asquin est docteur en philo et lettres, professeur d'université et écrivain ex-recteur de l'Université libre de Bruxelles, dont il fut le président du conseil d'administration durant 13 ans, sénateur, ex-ministre, président de la communauté française de Belgique pour le mouvement réformateur, etc. Mais il est aussi un écrivain et un historien de la Wallonie. Petit-fils de mineur et fils d'un grand journaliste et homme d'affaires Carolo, ses écrits sont innombrables. Un grand libéral laïque et franc-maçon qui se dit pourtant agnostique, car si on ne peut pas prouver l'existence de Dieu auquel il ne croit guère, eh bien, on ne peut pas non plus prouver le contraire. Un entretien à brûle-pourpoint et de haut vol avec Karine Lordéguin et Bob Boutique. Entretien qui nous a paru si intéressant, si édifiant que nous en avons fait une émission spéciale de 20 minutes que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube ou via Google en tapant tout simplement Asquin Actu TV et hop là. Quelques mots sur votre papa, René-Pierre Asquin, qui était Carolo, qui était un grand journaliste Carolo, un grand biographe de Charleroi. Mon père, effectivement, est un régent dans le germanique, mais qui n'a jamais enseigné qu'un an, qui était passionné par le journalisme et il a exercé pas mal de responsabilités dans le monde de la presse.
Il a été directeur général du journal Indépendance, notamment, tout en étant collaborateur pour le Hainaut de la dernière heure. Et il était chroniqueur à l'hebdomadaire Pourquoi pas pendant une vingtaine d'années. Donc, c'était un homme très actif. Ce que je trouve curieux, c'est que en fait, l'Indépendance de Charleroi, c'était en fait le journal de la FGTB. Oui, tout à fait. Donc c'était en fait les socialistes. Était plutôt libéral et le Pourquoi pas était, enfin, libéral. Je vais dire, le libéral neutre tapait un peu sur tout le monde. Je rappelle que jusque-là, il était en quelque sorte le rédacteur en chef du journal Indépendance, qui est racheté par les syndicats de socialistes de Charleroi, mais à ce moment-là, il est aussi en même temps chargé, j'allais dire, des relations financières et publicitaires du journal de Charleroi, qui va très mal. Nous sommes à la fin des années 60, il triple le chiffre d'affaires du journal de Charleroi. Mais ce que je trouvais amusant, c'est qu'en fait, votre père était de tendance socialiste apparemment, et que vous devenez par après en fait un libéral, un PRL. Tout à fait. Mon père a été maltraité, comme il n'est pas possible, par les chefs syndicalistes socialistes de Charleroi, qui se sont comportés comme de véritables staliniens. Pourquoi ? De véritables crapules. Ben, mon père gagnait beaucoup d'argent, il avait triplé, comme je le dis, le chiffre d'affaires, et donc à 2 reprises, ils ont diminué son traitement, et une 3e fois, ils l'ont mis simplement dehors pour une faute grave qui n'existait pas. C'est pour ça que vous êtes devenu libéral. Mon père est allé dans les tribunaux d'ailleurs, et a gagné. Ils ont dû lui verser une solide indemnité. Nous sommes à ce moment-là aux environs de 1970-71. Moi qui m'étais inscrit aux étudiants socialistes de l'ULB en 62-63 quand j'étais étudiant, j'en avais été exclu pour individualisme. Donc j'étais sans parti dans les années 60, plus ce qui arrive à mon père, je vous avouerai que ça m'a totalement guéri du socialisme. Maintenant, après votre père, dans l'histoire de la Wallonie fédérale, vous apparaissez de manière de plus en plus évidente, également en tant qu'historien. Ben, l'historien, c'est ma formation. Et à l'ULB, j'ai pris en main l'Institut d'études d'histoire du christianisme pour en faire un institut d'études des religions et de la laïcité que j'ai dirigé pendant 20 ans en mettant l'accent sur la diversité religieuse, en faisant donner des cours sur l'islam, les polythéismes anciens, le judaïsme, etc., qui est la première encyclopédie de la Wallonie, qui va paraître vers 73, 74, 75, qui va être épuisée, rééditée, etc., puis qui aura... Moi, je m'intéresse essentiellement aux aspects économie, société, histoire politique, et alors la maison d'édition décidera de confier tout ce qui est art, culture. Il y aura 8 tomes, je crois, en tout. Il y aura 6 tomes, n'est-ce pas ? Il y aura 4 tomes supplémentaires consacrés essentiellement à l'art, à la culture, et c'est notamment Madame Lejeune, la mère de Jean-Maurice de Housse, et un historien médiéviste de l'Université de Liège, Jacques Stiénon, qui dirigeront plus spécifiquement cet aspect-là. Monsieur Esquin, quelques mots sur le fédéralisme. Écoutez, moi, ma vocation fédéraliste, elle est née dans les années 60, quand j'étais étudiant à l'ULB et qu'il y avait la grande grève de 60-61 et que j'assistais au désastre économique en Wallonie. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai des étudiants à l'ULB. Je remarquais d'ailleurs que la plupart des étudiants bruxellois que je fréquentais, de même que la population bruxelloise, restaient parfaitement indifférents. S'en fichaient, quoi. Au sort de ce qui se passait en Wallonie. Moi, mon grand-père et ma grand-mère paternelle ont été mineurs, métallurgistes, briquetiers. Donc j'ai tout de même vécu aussi dans les corons ouvriers quand j'allais les voir, par exemple à Montigny-sur-Sambre. Donc ce sont des choses qui m'ont marqué beaucoup. Et donc j'ai eu la conviction, effectivement, que il y avait des choses qui devaient être absolument changées, que voilà, il fallait modifier certaines structures de l'État belge. Deuxièmement, j'étais à Bruxelles au moment des premières grandes manifestations au début des années 60
sur le thème Brussels-Vlaams, par exemple. Il y avait 100 000 Flamands dans les rues de Bruxelles. C'était les débats sur la frontière linguistique, sur les fourrons, etc. Et puis le Wallenbuiten de Louvain en 66, 67, 68. Donc j'ai acquis la conviction que bon, le peuple belge c'était de la foutaise, ça n'existait pas, qu'il y avait des traditions, oui, mais qu'il y avait tout de même des clivages à l'intérieur de la société belge, et qu'une façon d'organiser la coexistence et le vivre ensemble, c'était de décentraliser progressivement, et que le fédéralisme était à cet égard la voie qui me paraissait la plus pertinente, et je n'ai pas changé d'avis. J'ai écrit un livre sur la question d'ailleurs, la Belgique, est-ce qu'elle est? Mais elle est très démocrate, la Belgique. Il y a, je trouve, un esprit citoyen qui est extrêmement grand. Parce qu'en 50 ans, la façon dont la Belgique a vu ses structures modifiées est exceptionnelle. Je rappelle que pas de révolution. C'est fait sans révolution, sans guerre civile. Il n'y a pas eu d'assassinat. Il n'y a rien eu de tout cela. Et donc, ça montre tout de même un grand sens de la responsabilité, et que le monde politique belge, en accord avec ses citoyens, a tout de même acquis un art de la négociation et du compromis qui est extrêmement développé. Alors, est-ce que cela facilite toujours la gestion? Non. Mais est-ce que des coups de fusil, est-ce que des révolutions ne portent pas davantage préjudice? Et de dégâts. À mon avis, oui. Donc voilà, la Belgique est encore appelée à évoluer. 2 nations? Écoutez, il n'y a pas de nation francophone à mon avis. Il n'y a pas encore de nation wallonne non plus. Pas de nation. Il y a une nation flamande, ça c'est sûr. Donc, la rancœur flamande à l'égard de ce qu'ils ont appelé la marâtre belge francophone est réelle, et elle a de bonnes raisons. Donc ça forge une unité de conception, ça forge véritablement, j'ai dire, une forme de nationalisme. En plus, la région se porte bien économiquement, c'est une des régions les plus riches de l'Union européenne, alors que du côté wallon, les choses ne s'améliorent pas. Depuis 40 ans ou 50 ans, c'est la déglingue. On a stabilisé du côté wallon, c'est clair, la chute vertigineuse que l'on a connue, mais on ne rattrape pas notre retard par rapport à la Flandre. Et l'un des grands points d'interrogation pour le futur, c'est qu'on sait bien qu'avec la 6e réforme de l'État, dans 4 ou 5 ans, les transferts financiers qui permettent à la Wallonie tout de même de se tirer d'affaire dans beaucoup de domaines, de même que la région de Bruxelles d'ailleurs, que ces transferts arriveront à leur terme. Je pose la question, parce que c'est ça qui m'inquiète. On parle de beaucoup de choses en Wallonie. Quelles mesures a-t-on pris de caractère préventif en Wallonie pour parer le coup de l'échéance dans 4-5 ans, quand les transferts financiers seront terminés? Bien, j'ai beau écouter, je n'entends rien dire. On fait encore la sourde oreille, comme si on ne savait pas. Ça veut dire que, je devine la situation, dans 5 ans, les Wallons et les Bruxellois vont à nouveau mendier de l'argent, et la contrepartie, ce sera de continuer à déshabiller l'État national et à renforcer par conséquent, les demandes d'autonomie plus grande, voire d'indépendance de la Flandre. Mais ceci, c'est encore un processus, j'en suis convaincu, qui va durer quelques dizaines d'années. Eh bien voilà, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment à notre compagnie. Prochaine émission dans 3 semaines. Alors, je vous le rappelle, nos émissions sont désormais rapprochées. Je peux déjà vous révéler quelques reportages. Nous y verrons la philosophe et écrivaine féministe Nadia Gert, l'humoriste belgo-belge Marc Herman, alors bonjour l'accent à couteau et couteau, un nouvel exposé de Marc Hageber sur les grands courants littéraires de l'histoire de la Belgique. Nous aurons le portrait d'un nouvel éditeur, nous parlerons
du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, etc., que de l'inédit. Je vous rappelle que notre adresse mail c'est baudouin.boutique@skynet.be. N'oubliez pas notre concours. Bye bye.